Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 5. Où sont passés les tortionnaires ? Deuxième partie. Apparaît là un personnage curieux qui s'appelle Georges Fritsch. Thierry Fournet, journaliste. Qui a fondé une association, la Fraternité Notre-Dame. Ce sont des gens qui fréquentent beaucoup la cathédrale d'Auxerre. Georges Fritsch va très régulièrement à la prison d'Auxerre pour rencontrer les différents prisonniers. Là, il y rencontre Claude Dunant. Je pense que Georges Fritsch connaissait du monde. Gérard Delorme, rédacteur en chef à Lyon Républicaine. Il connaissait notamment Jean-Pierre Soisson, qui était ministre du Travail à l'époque. Georges Fritsch décide d'écrire une lettre à Pierre Arpaillange, qui est alors ministre de la Justice. C'est aussi un ami de Jean-Pierre Soisson, pour lui demander la libération immédiate de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soisson pour vous atteindre directement de façon certaine. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire et pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14 ou 15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi, vu les chefs d'inculpation. 3 semaines après cette lettre, Claude Dunant, inculpé de viol, torture et actes de barbarie, est remis en liberté. Et c'est M. Fritsch qui a été le chercher à la sortie de prison. Pendant presque 2 ans, finalement, Claude Dunant va se retrouver tranquillement avec la possibilité de s'en aller s'il l'avait vraiment décidé. 1991. 7 ans et 8 mois après leur arrestation, le procès de Claude et Monique Dunant se prépare. Les assises vont arriver, je fais un article de présentation. Philippe Thuru, ancien journaliste à Lyon Républicaine. J'insiste fortement sur le côté totalement inimaginable des sévices corporels et puis également psychologiques qu'ont procuré les époux Dunant à ces filles qui étaient enfermées chez eux dans leur sous-sol d'Apoigny. Et là, il m'arrive un truc totalement surréaliste. L'article sort et c'est le curé de la cathédrale, c'est-à-dire l'abbé Boisseau, qui me sermonne, sans jeu de mots, qui me dit que je manque de miséricorde, que je manque de bienveillance, que je manque d'empathie, que je n'ai pas le sens du pardon. Mais il m'en met une sévère au téléphone. Il me dit, mais d'autres journalistes sont beaucoup plus bienveillants que vous quand ils traitent des sujets. Bref, j'ai quand même le curé de la cathédrale qui se mêle, mais de quoi ? D'un sujet avec lequel il n'a aucun rapport, en tout cas j'espère, je pense, et qui engueule un journaliste qui ne fait juste que de présenter les assises qui arrivent avec 2 tortionnaires qui quand même ont mis la barre très haut. L'abbé Boisseau était un abbé chic. C'est un abbé qui officiait à la cathédrale, au centre de la ville. Bernard Reveste, avocat de Monique Dunant. Qui était de tous les cocktails, de toutes les entreprises bourgeoises, en quelque sorte, de communication, et qui aimait bien être et paraître. Voilà. Alors, je dis ça en toute charité chrétienne, bien sûr. Le 21 octobre 1991, le procès de Claude et Monique Dunant débute. En 1991, je prends mes marques à Auxerre, je connais peu de monde. Anne Pagès, avocate d'Huguette, victime du couple Dunant. Je suis toute jeune émoulue de l'école d'avocat, je suis jeune en général.
J'ai d'ailleurs l'âge du guet. Et mon maître de stage, qui est en charge, lui, des intérêts du guet à ce moment-là, me dit « Mais Anne, écoutez, sincèrement, dans ce dossier, il faut une femme. Je réfléchis, mais probablement, vous irez à l'audience et c'est vous qui plaiderez ce dossier. » Fichtre. Pas très rassurant pour une jeune avocate. Le procès du non, ça a été un grand moment. Ça a été un grand moment parce que et ça avait été hyper médiatisé. On avait parlé dans la presse nationale et beaucoup de journalistes. C'était mon premier procès d'assises, donc déjà c'était extrêmement impressionnant. Rien que la cour d'assises, quand on y rentre, c'est un endroit extrêmement solennel. Isabelle Rose, journaliste à France Bleu Auxerre. La salle était pleine, on avait les parties civiles, les deux jeunes femmes juste devant nous. Il y avait une espèce de lourdeur pendant tout ce procès parce que c'était horrible, quoi. Et donc il y avait vraiment une chape émotionnelle qui était très très forte. Le procureur de l'époque, il s'appelait André Ride. Il avait décidé de mettre, pour donner le sens aux choses, la croix de Saint-André derrière l'estrade des jurés. C'était une croix qui était faite de 2 poutres assez grandes, qui faisaient 2 ou 3 mètres de haut, croisées, et puis des billots pleins de sang, séchés. C'était épouvantable. Et puis le décor était fait aussi d'instruments de torture qui traînaient dans la cave. D'ailleurs, à la cour d'assises, le décor était un décor de donjon sadomasochiste incroyable. Je me souviens d'audiences compliquées, difficiles. Les suspensions d'audience particulièrement. Toute suspension d'audience était quasiment l'occasion pour Huguette et d'ailleurs également pour Michaela, qui avait un peu le même fonctionnement. C'était l'occasion de fuir. C'était très difficile de les ramener en salle d'audience, pratiquement, matériellement. Dunant, un homme assez froid et assez sûr de lui. C'est quelqu'un d'assez gênant, quoi. Il criait en quelque sorte une partie de son innocence parce que c'était sa femme qui l'avait amené là. Moi, j'y suis pour rien. Je ne suis que l'instrument de la passion dévorante de ma femme pour le sadomasochisme. C'était ça, Dunant. Il le disait avec conviction et il le disait avec émotion aussi, sous son regard un peu froid. Et elle, disant systématiquement, t'es un menteur, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me souviens donc de lui avec sa femme à ses côtés qui était assez passive. Il semblait un peu sous sa domination, à la fois victime et puis complice. J'avoue qu'on ne savait pas trop en fait quelle place elle occupait vraiment, quoi. Il y avait un rapport dans ce couple qui était assez malsain. Madame Dunant, je l'aimais bien, mais c'était une ruine. Décolorée rousse, elle avait moins de cheveux, un peu rouge, maigre, elle avait une canne, elle avait pas trop bien la peau. Elle n'avait pas le niveau par rapport à lui, parce qu'elle était trop usée. Je pense que ça a été une femme intelligente, mais elle a beaucoup bu, elle a beaucoup souffert, elle était handicapée physiquement. C'était plus la belle femme qu'elle avait été au départ et qui devait sûrement être quelqu'un qui le dominait dans l'amour. Il y avait un seul client qui était présent lors de ce procès. Christian Grima, qui avait aidé Isabelle Ringler à s'échapper, est le seul client sur le banc des accusés. Grima, le marchand de chaussures, qui s'était habillé comme il faut pour la cour d'assises, c'était pas comme un mariage, mais il était habillé de manière assez neutre. Son avocat avait dû lui dire « Bon, tu t'habilles de manière neutre ». Clairement, c'est le bouc émissaire, clairement. Il paye pour les absents. Le président a dû demander plusieurs fois à Claude Dunant ou même aux clients s'il avait rencontré d'autres personnes. Et non, à chaque fois, rien n'a été dit. Le président a tout fait pour que la vérité émerge, mais on n'avait pas la réponse en face. Jusqu'à la fin du procès,
Claude Dunant refuse de révéler le nom de ses clients. Claude Dunant sera condamné à perpétuité, mais sans peine de sûreté, puisqu'à l'époque ça n'existe pas encore. Monique Dunant sera condamnée à 5 ans de prison et Christian Grimat, lui, sera condamné à 6 mois. La trentaine d'hommes qui venaient violer et torturer dans le pavillon d'Apoigny n'a jamais été inquiétée. Je me souviens très bien de cette affaire et des détails. Et quand je revenais au journal et que je racontais, mais on me disait « Non, mais c'est pas possible, en fait. » Elsa Vigoureux, grand reporter. C'est pas possible, ça a pas eu lieu. Bah si, en fait, il y avait des victimes. Ce qui relie cette affaire à l'affaire d'Émile Louis, Didier Seban, avocat. c'est que ces 2 jeunes femmes sont, elles aussi, passées par la DAS et que, là aussi, un prédateur les a enlevées, séquestrées pour les violenter. Aussi bien Émile Louis que Claude Dunant, ils ont utilisé comme victimes des jeunes femmes qui appartenaient, on va dire, au même vivier. Il y a là un tas de jeunes filles qui sont sans défense, qui sont faibles, dont personne ne se préoccupe, et on peut aller piocher autant qu'on veut dans ce vivier sans que ça réagisse vraiment. Comment voulez-vous ne pas faire de lien, quoi ? C'est comme assister au filage de ce silence qui s'impose sur des années et qui devient une chape de plomb énorme. Émile Louis, lui, est parti dans le Var, et pourtant, dans un rayon de 20 km, les disparitions vont continuer à se succéder. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.